Les édifices de caractère, les manoirs, les châteaux, les lieux singuliers, quels sont les biens qui font rêver? L'immobilier de charme près de Paris, Figaro Immo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo pour nous parler de cet immobilier de charme près de Paris qu'on est très heureux de recevoir ici. Patrice Besse, bonjour. Bonjour. Alors à la tête du groupe immobilier Patrice Besse, qui porte votre nom, 170 conseillers répartis sur l'ensemble du territoire, ainsi qu'à Paris en région parisienne, spécialisés dans la vente en France d'édifices de caractère, de lieux singuliers, chargés d'histoire et d'authenticité, et auteur, on peut le dire, du livre Séjourner. Absolument. Cyril Maupas, bonjour. Alors, représentant du réseau Sotheby's International Realty, vous êtes le représentant à Deauville, Pont-l'Évêque, Rouen et Bayeux, 25 ans d'expérience professionnelle dans l'immobilier, expertise, transactions, négociations et spécialiste de la Normandie et notamment de la Côte-Fleurie, particulièrement prisée des Parisiens. On va sortir justement un petit peu de Paris. Mais tout d'abord, à tous les deux, avant de rentrer dans ces biens de rêve, quand on évoque l'immobilier de charme, l'immobilier de caractère, qu'est-ce que cela vous inspire, tous les deux? Patrice. Alors, vous avez dit 3 mots pour me présenter. Vous avez dit édifice, caractère et singulier. Ce sont 3 mots, j'ai mis 10 ans à les trouver pour caractériser mon activité, qui est aussi la vôtre d'ailleurs, hein, je dis la mienne, mais c'est une des agences comme moi. Et en fait, un édifice de caractère, c'est un tout petit bureau en pierre, donc une architecture très vernaculaire, accroché à une montagne dans le centre de la France. Et puis, c'est le plus gros château privé français. Et édifice de caractère, ça couvre tout ce panel d'édifices, donc de 1 euro symbolique, parce que je fais des transactions à 1 euro symbolique, aux plus grosses transactions, je viens d'en faire une, je n'ai pas le droit de trop en parler, au-delà de 50 millions d'euros, donc ça fait des transactions qui sont quand même... Oui. Voilà, et tout ça, ce sont des édifices de caractère, selon nos critères, qui sont en général les critères de tous les Français. Voilà. Cyril. Tout à fait. Alors, c'est une position que je partage pleinement, bien évidemment. Moi, j'ai associé à une thématique, c'est la notion de cachet aussi. Je pense que c'est un élément très important. Alors, ça va aussi de pair souvent avec une connotation architecturale. On associe cela également aussi à des volumes, hein, parfois, bien évidemment. Et puis, je pense que la notion d'ambiance et d'environnement est aussi un élément clé dans tout cela, et de préservation des matériaux d'époque, comme l'a très justement précisé mon homologue. C'est effectivement un lieu, une âme, un charme, une histoire, voilà, tout un ensemble d'éléments qui vont définir cette notion et qui vont aussi créer ce qu'on appelle la notion de coup de cœur ou d'achat et du fait de tomber amoureux d'un lieu aussi. Très bien, alors on va rentrer dans le détail justement. Vous qui êtes, Patrice, à la tête de ce réseau de spécialistes qui est réparti un petit peu partout en France, et vous organisez aussi des conférences autour du patrimoine bâti. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après Covid sur l'achat immobilier, les désirs? Clairement, il y a eu un avant et un après Covid, mais l'après-Covid était déjà un peu présent avant le Covid. D'accord. C'est-à-dire que ce phénomène de non-transmission de ces bâtiments à ses descendants existait déjà. Je m'explique. Après la Covid, on a eu tout un tas d'acquéreurs parisiens qui sont arrivés, qui ont acheté des bâtiments sans la notion de les transmettre, oui. Ce qui est très important dans ces bâtiments. Et avant la Covid, on avait déjà ça. C'est-à-dire qu'on avait des jeunes générations qui pouvaient prendre un billet pour Barcelone, un aller-retour le week-end pour 50 € et qui ne voulaient pas aller s'embêter dans les propriétés des parents. Ou alors des jeunes qui allaient faire des études à l'étranger et qui ne revenaient pas en France. Donc on avait déjà ce mouvement qui a été accéléré terriblement par la Covid. Donc maintenant, on n'achète plus pour transmettre, on achète pour le plaisir, on achète pour un temps donné. On ne se dit pas qu'on va rester 50 ans dans une propriété. Et on achète parce qu'on quitte la ville. Parce qu'en fait, la notion la plus importante, la notion du luxe, c'est l'espace. La mobilité aussi, et puis avec le télétravail. La mobilité, mais la notion essentielle du luxe, c'est l'espace. Ça fait 30 ans que je dis ça, on ne m'a pas entendu pendant 20 ans, on commence à l'entendre un peu maintenant. Et l'espace dans les villes, il est réservé aux gens riches. L'espace à la campagne, il est à tout le monde. Et quand on sait qu'on a les terres les moins chères d'Europe, tout le monde peut se payer un bout d'espace à la campagne. En ville, ce n'est plus possible, quelles que soient les villes, les grandes villes françaises.
Donc après ça, il y a tout un tas de choses que je pourrais développer, mais je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Ouais. Non, pas du tout. Alors si les biens quand même historiques fascinent, quelles sont les questions essentielles, Patrice, à se poser avant d'acheter, si on pense à la gestion, les travaux, les questions essentielles déjà? Alors, les travaux, en général, la question se pose immédiatement, on trouve des réponses assez rapidement. Ça, c'est assez simple, ça se voit, il y a des spécialistes, etc. Après ça, il y a tout l'environnement. Et l'environnement, c'est pas facile de vérifier ce qui va se passer dans les 10 ans autour d'une propriété qu'on va acheter. Donc il faut aller voir des urbanistes, il faut aller voir les communes, il faut aller voir le département, il faut regarder exactement où on met les pieds. Parce qu'une propriété qui n'a pas d'environnement ne vaut rien. Petite ou grande propriété. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut vérifier de très très près. Et puis après ça, il y a le projet qu'on veut y développer. Moi, je travaille avec des sociétés qui font des études de marché là-dessus. Et comme tous ces édifices souvent deviennent des lieux d'accueil, des lieux culturels, des lieux commerciaux, j'aime bien associer la culture et la culture et le commerce, il faut bien préparer son projet et il faut se dire que quand on anime un lieu comme ça, c'est un job à plein temps. Voilà, donc il faut s'y attendre. Et être bien accompagné. Alors, pour rêver quand même, Patrice, quels sont les plus beaux biens actuellement à la vente? Alors, si on est sur l'Île-de-France, ou qu'on n'est pas très loin de Paris, en tout cas. Alors, pas très loin de Paris. Je pourrais citer en ce moment, j'ai une tour qui est à une trentaine de kilomètres de Paris, qui est la tour de Anne Boleyn. Anne Boleyn, si je ne dis pas de bêtises, était la mère d'Élisabeth Ier. Donc il y a est-elle passée dans la tour? Je ne sais pas. L'histoire dit que. Donc on est très content de s'appuyer là-dessus pour essayer de la vendre. Et c'est une tour presque inhabitable parce que c'est une tour avec des paliers pas très grands. Il y a 3 ou 4 niveaux. À côté, il y a une petite construction. Heureusement qu'elle est habitable. Donc il faut là des gens qui se saisissent du lieu. Et c'est un projet un peu fou, sans se poser la question de combien ça vaudra dans 3 ans. Est-ce que je fais... non, il faut acheter ça parce qu'on tombe éperdument amoureux d'un bâtiment comme ça. Voilà. Bon, et le bâtiment le rendra bien. Là, c'est un lieu singulier. Ça, c'est un lieu très singulier. Mais autrement, sur des châteaux, des manoirs, qu'est-ce qu'il y a pour avoir une idée, justement, de Patrice Besse, là, actuellement? Écoutez, on a en ce moment 2 très importants châteaux d'Île-de-France. On a... Dans l'Essonne, le château du Maréchal de Saxe, qui est à 18 km des portes de Paris, sans aucun feu rouge. Un tout petit, mais vous savez, dans l'immobilier, on dit sans aucun, tout petit, très léger. Mais donc on dit sans aucun feu rouge. 60 hectares clos de mur. Il doit y avoir, je n'ai plus ma leçon par cœur, mais 3 ou 4 000 mètres carrés de bâtiments. Au milieu d'un massif forestier de 400 hectares, c'est absolument fantastique, phénoménal, et ce sont des ventes qui arrivent très rarement, très très rarement. Un bien quand même, on s'y arrête quelques instants. Bretagne, la citadelle Vauban. Ah, la citadelle Vauban. Alors ça, ce sont des... on adore ce genre de bâtiments, parce que ce sont des bâtiments d'abord très techniques. Il faut avoir beaucoup de connaissances pour vendre ces bâtiments. Ce sont des bâtiments qui sont classés monuments historiques, ce sont des bâtiments qui sont soumis à beaucoup de réglementations. Donc quand on les vend, il faut savoir exactement ce que l'on vend. Et c'est un bâtiment absolument fantastique qui avait été restauré par une famille qui avait installé un musée, qui a été repris par un de nos hôteliers pendant une quinzaine d'années, qui a remis le bâtiment sur pied, qui a développé un hôtel, qui a pris sa retraite, qui l'a mis en vente. Ça a été racheté par des investisseurs et maintenant ces investisseurs me le redonnent à vendre. Pour autant, les prix n'ont pas triplé entre tout ça, mais voilà, mais c'est un bâtiment fabuleux, très compliqué quand même parce que c'est sur une île. Donc l'approvisionnement pour les chantiers, les études de marché, etc. Mais qui peut acquérir ce type de bien? Quel est le profil? Écoutez, on a quelques, j'appelle ça les défiscalisateurs qui s'y sont intéressés. Oui. Ce sont des gens que je n'aime pas beaucoup. On travaille beaucoup avec eux, on leur vend des choses. Donc, quand je dis ça, je me fais un peu mal. Mais ce sont des gens, on n'aime pas leur vendre des bâtiments trop beaux, ou qui sont en état raisonnable. On aime bien leur vendre des bâtiments en ruine, parce que personne n'en veut, et c'est très bien ce qu'ils font. Donc, on a eu des défiscalisateurs, mais on essaye de ne pas les conserver. Et puis, on a des groupes hôteliers, évidemment, bretons, qui s'intéressent de très près à la chose. Et on a des sociétés, je ne peux pas dire le nom, mais une société qui a déposé un brevet pour quelque chose de tout à fait inattendu et qui mettrait bien ses bureaux, parce que posséder la citadelle Vauban à Belle-Île, c'est extraordinaire. Sur une carte de visite, c'est fantastique. On pourrait dire que ça n'a pas de prix, mais ça a un prix. En tout cas, c'est 13 millions d'euros. Oui. Très bien. Mais c'est pas cher pour ce que c'est.
Alors, on passe sur la Normandie avec Cyril Maupas. Alors, les Parisiens, là aussi, on évoquait tout à l'heure la période Covid. Oui, de se couper. On va chez le réfugié climatique, là. On va voir les réfugiés climatiques, ils sont tous là-bas. Je suis pleinement d'accord avec vous. Alors Cyril, l'attractivité, les Parisiens sont-ils venus en force? On ne va pas parler d'exode, mais quand même... je pense qu'on peut l'admettre, oui, on peut totalement l'admettre. Pour Deauville Pardon, pour Deauville bien évidemment, pour l'ensemble du Calvados aussi également, et également pour l'ensemble de la Normandie finalement, on a vu vraiment un attrait. Alors on l'avait, comme l'a très justement dit Monsieur Besse, on avait déjà eu, avant l'épisode Covid, déjà un attrait fort pour la Normandie. On avait déjà constaté dans les années 2017, 2018 et début 2019 un retour à une sorte de rajeunissement de la population normande et de la résidence secondaire en Normandie. Ce facteur a été accentué effectivement de manière très importante par l'épisode Covid, un peu de manière parfois un petit peu excessive. Aujourd'hui, l'exode de Paris, oui, on peut l'admettre, la Normandie s'inscrivant comme un véritable poumon vert finalement. La proximité géographique et le temps de distance restent aussi des atouts majeurs. Et puis, je pense que la Normandie a de multiples attraits qui font, outre le réchauffement climatique, le constate de manière très importante. Aussi, je pense que pour des cadre de vie et une échappatoire parisienne, une ambiance familiale et autres, la Normandie offre beaucoup d'attraits, effectivement. Quels sont les types de biens recherchés et la clientèle? Alors, quelle est-elle? Alors, on constate de multiples tendances finalement. Alors, il y a un principe effectif qui est celui de la proximité dite des bords de mer. Ça, on le constate énormément. Alors, on va le retrouver beaucoup sur le Calvados, sur des stations balnéaires telles que Deauville, Trouville et autres. Autour, ça bouge un peu. Touques, Tourgeville, Bénerville, un petit peu. Tout à fait. Par définition, la notion de plage, la plage de Deauville, finalement, on a tendance un petit peu à l'agrandir jusqu'aux communes de Tourgeville, Bénerville et autres, voire Blonville et tout cela. Le Covid d'ailleurs a permis aussi de faire connaître ou redécouvrir certaines communes limitrophes de Deauville et de Trouville. On l'a vu beaucoup. Après, on a toujours aussi une tendance qui était très forte sur ce qu'on appelle l'ambiance campagne, proximité immédiate des bords de mer. Voilà. Où là, la saisonnalité opère, on retrouve le charme de la campagne, l'agrément des jardins, le côté protection de la maison. Ça, c'est vrai qu'on l'a aussi beaucoup vu. Et puis, il y a toujours eu aussi cette ambiance très campagne, finalement, qu'on a tendance un peu à appeler l'arrière-pays normand, qui reste très fort. Mais on constate également un élargissement aussi du marché normand. Aujourd'hui, on le voit, on va beaucoup travailler toute la partie entre guillemets Bayeux de manière assez conséquente. Oui. On retravaille de manière aussi très active toute la partie ce qu'on appelle familièrement la Seine-Maritime avec la côte d'Albâtre. Alors on va sur des communes de Dieppe, Le Havre, Étretat, Veules-les-Roses et autres où là il y a vraiment un dynamisme important. Et puis on est sur un axe finalement qui est assez simple, c'est l'axe A13 tout simplement à 1h20, 1h30 avec les prémices de l'heure où là effectivement il y a un marché qui est très actif. Après sur les types de biens, on reste un petit peu toujours sur des biens un petit peu traditionnels, c'est-à-dire que autant on va être très désireux de villas de bord de mer, d'esprit un petit peu anglo-normande, d'appartements de front de mer traditionnels, où on va également beaucoup s'intéresser à des biens qui sont plus typés entre guillemets, qui vont rentrer plus dans l'esprit de la longère normande, du manoir normand et du château, voire de la propriété équestre, parce que le marché équin est aussi très actif en Normandie. Alors justement, quelques exemples pour illustrer justement sur des biens typiquement à la vente en ce moment. Alors à la vente en ce moment, aujourd'hui on a quand même un petit peu un facteur de pénurie qui s'est opéré, alors qui s'explique très simplement parce qu'on a eu un marché qui a été ces 2-3 dernières années très actif. Voilà. Aujourd'hui les biens que l'on peut considérer à la vente sont assez classiques. On va s'intéresser à des maisons en cœur de ville, notamment sur Deauville, Trouville, qui vont être des maisons traditionnelles, villas anglo-normandes ou autres. On va effectivement avoir beaucoup de lieux de charme, longère normande, qui elle offre des parcelles de terrain un petit peu différentes, un peu moindres, où là effectivement l'engouement reste très fort parce que ça s'inscrit parfaitement dans une notion de résidence secondaire, tout simplement. Et puis après, effectivement, on va s'intéresser beaucoup et trouver aussi beaucoup un marché très actif effectivement sur tout ce qui est propriété à vocation équestre. Voilà. Avec alors les notions de haras et pas forcément les haras purs parce que ça reste aussi à des dimensions privées parfois. Donc on a aussi cette chance. Très bien. Patrice, les tendances, les secteurs porteurs, quels sont-ils en ce moment ou sur les demandes? Alors c'est drôle ce que vous disiez, pénurie de biens, parce que moi c'est le contraire. Je rentre en ce moment entre 40 et 50 mandats par mois, ce qui ne m'est jamais arrivé.
C'est absolument phénoménal. J'ai regardé quelques statistiques avant de venir vous voir, n'importe quoi. Ouais. On a 3000 clics par jour sur notre site. C'est-à-dire utilisateur. Imagine un magasin dans lequel rentrent 3000 clients, c'est énorme. Et on a 600 appels entrants par semaine. On a à la fois... Donc il y a un engouement. Il y a un engouement très clair. En tout cas, on est resté sur la période post-Covid. On n'a pas bougé. Ça augmente même. Et les biens viennent à la vente. Alors j'ai essayé de réfléchir en venir vous voir. C'est un peu curieux de dire ça. On se dit que l'immobilier est en train de se tendre. C'est ce qu'on entend. On vous dit qu'il y a une pénurie de biens. Et moi, je dis le contraire parce que je travaille sur toute la France. Ouais. Et je dis qu'il y a beaucoup plus de biens à la vente. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, pendant cette période post-Covid, se sont privés de mettre en vente. Et les gens qui sont, on est bien là, il ne faut surtout pas bouger, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Finalement, la période est passée et le marché se redécante. Donc on se retrouve avec beaucoup de vendeurs et énormément d'acquéreurs. Donc le marché, pour moi, il est excellent. Moi, j'en veux bien tous les ans des marchés comme ça. Il est très sain. Enfin, en tout cas, sur le secteur qui est le mien, je peux considérer que le marché est très sain. On a rééquilibré l'après-Covid. On a des vendeurs qui ont pris le temps de nous écouter. Alors, effectivement, comme l'a très justement dit M. Besse, on a aussi un facteur de beaucoup de gens qui avaient acheté de manière un petit peu prématurée, un peu précipitée, effectivement, même en Normandie ou ailleurs, et qui sont revenus finalement à une vie plus traditionnelle. La notion de télétravail, de distance, finalement un petit peu est arrivée à sa fin et beaucoup effectivement peut-être ont envisagé de revendre des biens qu'ils avaient acquis au moment de l'épisode Covid. Nous en tout cas sur la Normandie, ce que nous avons constaté beaucoup au niveau de notre clientèle, c'est que beaucoup de gens étaient propriétaires en Normandie de résidences secondaires assez traditionnelles et autres, et par l'épisode Covid ont redécouvert la Normandie et ont plutôt eu vocation à acheter plus grand. Beaucoup plus grand. Et ça, c'est un élément important. Donc ça, on l'a beaucoup vu, beaucoup ressenti. Après, effectivement, sur le marché, on a, comme vous l'avez très justement dit, une offre qui reste très importante, mais on a aussi une demande qui est beaucoup plus accrue. Alors, nous, c'est aussi parce qu'on a des niches. On a véritablement des niches d'intervention qui vont se positionner sur des axes géographiques très précis. Si on parle, par exemple, de la ville de Deauville, là, on peut effectivement parler de pénurie parce que le volume de transactions sur Deauville, indépendamment des épisodes de crise et autres, a toujours été un petit peu restreint puisque les gens étaient attachés d'un point de vue familial à la durée, ça se transmettait de génération en génération et aujourd'hui ce marché-là effectivement a été très actif, donc le volume de transactions va forcément en pâtir dans les années à venir parce que bien évidemment on est arrivé à un point très conséquent de transactions. Donc aujourd'hui dans la notion effective de tout cela, je pense que en tout cas dans les niches qui sont les nôtres, qu'on a véritablement un facteur de pénurie. Mais vous avez, je pose une question. Bien sûr, allez-y. Vous avez eu des revendeurs Covid ? Alors, on commence à avoir la tendance. On commence à l'avoir. Elle est faible. Elle reste très faible, mais elle existe. Oui, parce que moi, j'en ai eu deux simplement sur des centaines de ventes. C'est fou. Après, ce que nous avons beaucoup vu, par contre, de manière très précise, et ça, vous l'avez vous-même évoqué, c'est l'incidence du réchauffement climatique. On a eu beaucoup de clients qui, il y a quelques années, avaient quitté la Normandie en étant désireux de partir sur le lac qui n'avaient plus le vent en poupe il y a quelques années, bien sûr. La Normandie n'avait plus le vent en poupe, c'est vrai, effectivement, il y a quelques années. Et ces gens-là sont partis notamment dans le sud, sud-est et autres. Et les derniers épisodes que nous avons pu connaître de canicule font qu'aujourd'hui, toute cette clientèle-là, elle nous est revenue finalement avec vocation de réacheter en Normandie. Voilà. Oui, en Normandie et en Bretagne, ce sont les deux régions les plus porteuses actuellement. Mais alors justement, Patrice, vous évoquiez le fait, un étonnement qui est énormément de clics, en tout cas que ça continuait. Est-ce que vous pouvez affiner jusqu'à voir les secteurs les plus demandés ou le type de biens? Est-ce que même, je sais que on peut avoir des ruines ou des biens à moins de 200 000 euros, des manoirs, des châteaux, enfin... Il y a énormément de choix. Mais non, parce que le marché est actif sur tous les secteurs. C'est-à-dire, quand on a des ruines, on a des amateurs qui attendent ça. Oui. Quand on a d'énormes châteaux, cette clientèle aussi, on a une clientèle qui est prête à mettre des millions d'euros dans les châteaux en ce moment. Moi, je n'avais pas vu ça depuis quelques temps quand même. J'ai fait des transactions colossales cette année. Donc, on a tout ça. On peut vendre des biens totalement isolés par des gens qui sont encore les post-Covid qui veulent plus voir personne, qui veulent s'isoler. Là, je viens de mettre un petit bien dans l'est de la France à 100 000 euros au milieu de nulle part. Il y a 2 bunkers en souterrain, il y a une pièce de 30 mètres carrés, une pièce de 20 mètres carrés. Et on a eu 350 demandes là-dessus, c'est fou.
C'est fou. Vous, la notion de travaux, de rénovation, d'étiquette F&G, c'est pas quelque chose qui rebute? Non, on a, alors, en dehors des étrangers qui redoutent d'avoir à faire des travaux en France, parce qu'ils savent ce que c'est quand même, les Français aiment bien quand il y a des travaux. D'abord, quand on vend des biens avec travaux, c'est pareil pour vous, j'imagine, mais on les vend souvent plus cher proportionnellement. Ouais. Parce que les gens ont l'impression de faire une affaire, on achète un vieux machin, on se rend compte à la fin, c'est pas une affaire, mais bon, ça c'est une autre affaire. Donc, non, les biens avec travaux, ils sont plutôt recherchés. Et comme quand on a des biens classés ou inscrits ou éligibles pour Fondation du patrimoine, etc., les travaux sont intéressants à faire, parce on les fait pour soi, on les fait à son goût, et on peut défiscaliser une grosse partie si on agit bien sur le levier fiscal. Oui, Cyril. Oui, puis c'est une belle aventure humaine aussi que de redonner vie à un lieu, de pérenniser, de se plonger dans une connaissance qu'on n'a pas forcément aussi. C'est quand même important. Alors je suis d'accord sur le fait que la notion de travaux est complexe. Le sujet de travaux reste toujours un sujet délicat et sensible. Après, il est vrai que pour tout ce qui est normes énergétiques et autres, l'appliquer à des lieux anciens dont la construction forcément n'est pas celle des années 90 ou 2000, c'est toujours un peu délicat. Après, par contre, c'est vrai que sur le marché, pour revenir là-dessus, ce qui est étonnant, c'est cette variété de transactions que l'on ressent et que l'on vit aujourd'hui et qui est étonnante. Nous-mêmes, sur le marché des châteaux, sur la Normandie et sur l'Eure notamment, sur les 3 derniers mois, on a enregistré un volume de transactions de plus de 4 châteaux qui n'était pas forcément un marché très actif jusqu'à présent. Voilà. Et on retrouve alors une clientèle qui est à la fois nationale, traditionnelle, mais aussi une clientèle un petit peu étrangère qui vient s'intéresser à ces lieux. Donc c'est vrai que le marché est assez étonnant en ce moment. Et c'est plutôt positif. Sur l'aspect marché, pour continuer, Patrice, vous vouliez évoquer notamment le Grand Paris. Vous m'avez dit, je veux parler du Grand Paris. Non, c'est pas que je ne veux pas faire un discours trop politique, mais vous savez, en France, on fait toujours tout en un bloc et tout le monde fait la même chose au même moment. Alors, tout d'un coup, on s'est dit, il faut concentrer. Il faut concentrer un tiers de la population française à Paris. Sauf que quand on voit ce que coûte Paris, quand on voit ce que coûte la vie dans Paris, comment voulez-vous mélanger des gens avec des niveaux de revenus complètement différents ? On va opposer des classes sociales, mais c'est sûr que ça va se terminer comme ça, c'est certain. Moi, dans une autre vie, j'ai été vendeur de terrain pour des offices HLM. Donc je connais bien tout ça un peu de l'intérieur. Et ce qu'on est en train de faire en voulant concentrer les gens, c'est une bêtise. C'est une bêtise pourquoi ? Parce que on a tellement de territoires dans lesquels il y a des milliers de logements qui sont libres, qui sont abandonnés, qui sont des villages abandonnés. Et quand on a la chance, nous, avec des associations comme Maison Paysanne, par exemple, de vendre une maison dans un village où il n'y a plus personne, qui est restaurée, on s'aperçoit que le voisin restaure, et puis le 3e à 4e, que l'école rouvre, qu'il y a un médecin qui arrive, etc. Donc il faut animer les villages, il faut animer tout ça. Et si on concentre tout le monde, on dit la norme, c'est d'être dans des trucs comme ça, on n'y arrivera pas. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire totalement, mais il ne faut pas oublier le reste. Et on a tendance à oublier le reste en ce moment, vraiment. Et ces normes, d'isolation qu'on veut imposer aux bâtiments, c'est de la folie. C'est de la folie. Alors, on arrive à s'en exempter de temps en temps quand on a des papiers peints Hubert, des choses, des décors. On dit, là, on ne peut pas isoler ce mur-là. Alors, le diagnostic dit, non, je constate qu'on ne peut pas l'isoler. Mais ce n'est pas une norme bien établie. Donc, ce qu'il faut, c'est... Alors, soit on dit les bâtiments jusqu'à l'après-guerre, on les exempte de la chose, soit on dit, et c'est la position la plus acceptable à mon avis pour tout le monde, on isole par les toitures, par en dessous, donc ça ne gêne personne, et on isole les fenêtres. On peut faire, même dans les monuments historiques, des fenêtres à double vitrage, très bien, mais on ne peut pas dire à quelqu'un, tu vas vivre dans un château, il faut que tu aies au moins 19 degrés. Dans un château, vous pouvez vivre à 16 degrés dans une pièce, et puis 25 dans l'autre, où vous avez votre poêle à copeaux qui ne consomme rien et qui ne pollue pas. Donc il faut prendre tout ça en considération, mais l'exception n'est pas facile à prendre. Et le temps file, on pourrait rester des heures ensemble. En conclusion, tous les deux, en quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier? Quels sont vos bons conseils pour terminer, Cyril?
Moi, je pense que dans un premier temps, c'est la cohérence entre la valeur du bien et le marché quand on est vendeur. Ça, je pense que c'est la notion d'expertise même et de faire le choix de mettre en commercialisation un bien qui est en harmonie avec le marché. Ça, je pense que ça, c'est la première des règles. La deuxième des règles, c'est effectivement d'avoir recours, alors de préférence par un professionnel digne de ce nom, qui va vous permettre de vous faire connaître véritablement le lieu. On parlait tout à l'heure du plan local d'urbanisme, on parlait de la consultation de tout un ensemble de services administratifs. Je pense que c'est important parce que quand on vient sur un lieu historique ou autre et qu'on en est un petit peu novice, il est important d'avoir toutes les informations adéquates. Après, alors je ne vais pas parler forcément de la notion de revente parce que c'est pas forcément l'élément clé quand on achète un bien immobilier, mais toujours de l'avoir un peu en tête quand même, en tout cas à 70 ou 80% de la valeur d'achat bien évidemment. Et puis surtout, pourtant quand des fois c'est un projet de vie, on n'y pense pas forcément. Mais on ne doit pas y penser parce qu'une maison reste une maison, c'est un lieu de vie, c'est un endroit où on construit une vie familiale, où on y crée des souvenirs heureux, des gentils fantômes et tout ce qui va de pair. Donc non, je pense qu'effectivement quand on achète un bien immobilier, c'est pas le maître mot n'est pas la revente, voilà. Alors certes, ça reste un marché de résidence secondaire, donc par définition, ça doit rester potentiellement liquide. Maintenant, ce qui est important, et c'est le cas, c'est que quoi qu'il arrive, sur certaines régions, il y a des valeurs refuges. La Normandie en fait partie. Donc de ce côté-là, on est moins dans la tension. Je suis un petit peu comme M. Bess sur la notion et l'interprétation des éléments énergétiques, des audits énergétiques et autres. Je pense qu'effectivement, quand on est confronté à des édifices remarquables et autres, il est difficile d'appliquer une réglementation qui est contemporaine et qui n'est pas propre à la construction même. Effectivement, un château à 19 degrés, c'est tout à fait viable. Ça, il n'y a pas de sujet. Voilà, donc je pense que ça, c'est aussi un élément. Et puis après, pour un acquéreur, laisser parler les émotions. Patrice, en conclusion, en quoi il faut être attentif aujourd'hui, des bons conseils quand on souhaite vendre ou acheter un bien? Moi, je reviens sur ma notion d'environnement. Ouais. Tout est dans l'environnement. Vous pouvez avoir le plus beau château de France. Si vous avez une zone commerciale à vos pieds, ça ne vaut rien et vous n'en profiterez pas. Donc l'environnement, à mon avis, est le point clé de tout ça. Et puis je pense que on ne le sait pas assez. Nous, on essaye de mettre ça beaucoup en avant, mais on est très spécialisé dans les monuments historiques. Mais il y a beaucoup d'avantages qu'on peut avoir à acheter un monument historique inscrit, classé, éligible à la Fondation du patrimoine. On peut avoir beaucoup de subventions, on peut faire des défiscalisations. C'est pas une niche fiscale, hein, absolument pas, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent à mettre et beaucoup d'énergie. Mais on essaye de prévenir nos clients de tout ça, et ça nous facilite souvent grandement les ventes, parce qu'on dit souvent, attention, un château classé, il faut pas, vous pourrez rien faire, vous êtes comme ça, pas du tout. C'est tout à fait l'inverse. Quand on sait manier cette législation, c'est un avantage absolument incroyable. Donc il faut, et puis c'est ce que vous disiez, il faut tomber amoureux. Si on ne tombe pas amoureux du bâtiment, passez votre chemin. Eh bien, on va tomber amoureux. Merci beaucoup. Merci Cyril Maupas. Merci à vous. Merci beaucoup Patrice Bess. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition de Figaro Immo.